Bonsoir à tous. Dans l'actualité de votre journal local et régional du 9 décembre, alerte tsunami dans l'est de la Grande Terre et les îles Loyauté. C'est un séisme qui s'est produit aux îles Salomon ce matin à 4h48 qui en est la cause. Le point dans ce journal. Le bac général et l'affichage des résultats. 1200 élèves étaient au bord de la crise de nerfs ce matin pour connaître leurs résultats. Déception pour les uns et joie pour les autres. Tout ce que vous voulez savoir sur le Medipôle de Koutiaux dans notre rendez-vous spécial Info pratique, accueil, transport, sécurité, budget. Un point complet avec en plus une interview du directeur Dominique Chevaux. Voilà pour les titres et on commence avec ce séisme qui s'est produit ce matin à 4h48 aux îles Salomon. Sa forte magnitude, à 8 selon la sécurité civile, a provoqué une alerte tsunami sur l'est de la Grande Terre et les îles Loyauté. Des vagues de près d'1 mètre ont été observées. Les habitants des zones côtières ont dû évacuer leur domicile à l'aube. Laura Chintu. Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher de l'eau ? C'est bon, j'ai tout là. D'accord. 5h45 ce matin, l'alerte est lancée sur la côte Est et les îles Loyauté. Aux alentours de 6h30 à l'île des Pins, les touristes sont sortis du lit. Ils quittent les hôtels du bord de mer, direction les 2 zones de refuge. Pour les élèves de cette école, l'alerte de ce matin est venue quelque peu chambouler le planning de la journée. Alors aujourd'hui c'est la fête de l'école, la fête de fin d'année. Donc il y avait le spectacle qui était organisé à 8h, donc je les prépare quand même au cas où la fête commence un peu plus tard. Donc voilà, il faut les maquiller et puis les coiffer. Scénario similaire sur la côte Est où on applique sans hésiter les consignes, comme cette habitante de Kouawa, jointe par téléphone, qui a quitté son domicile à l'aube au son des sirènes. Tout le monde est sorti parce qu'en plus on a une tribu juste en bas et donc les gendarmes ont évacué les personnes qui ont plus ou moins tardé un petit peu à rester dans leur maison. Donc voilà, pratiquement toute la population est sur les hauteurs. À 9h30, l'alerte est levée. Les zones côtières calédoniennes se révéleront finalement peu impactées par le phénomène. À Yengen, la vague la plus importante mesurait près d'1 mètre. Rien de catastrophique. Néanmoins, la DSCGR tient à insister sur l'importance de respecter les consignes en vigueur. L'alerte était tout à fait légitime et que toute alerte de sécurité civile, quel que soit l'événement de sécurité civile, est à prendre avec le plus grand des sérieux, puisqu'elle concourt à mettre en sécurité l'ensemble des populations. Le phénomène peut sembler modeste, on a quand même eu affaire à une amplitude de marée équivalente à un peu moins d'1 mètre, donc l'équivalent d'une marée habituellement observée en 6 heures en quelques minutes, en une dizaine de minutes. Voilà pourquoi en cas d'alerte tsunami, il est capital de s'éloigner du rivage à plus de 300 mètres ou de prendre de la hauteur, minimum 12 mètres d'altitude. Après la levée de l'alerte, attention également à d'éventuelles houles résiduelles dans les jours à venir. Et je vous propose à présent d'écouter le commissaire délégué à la province des îles, Frédéric Aymar. Il se réjouit de l'absence d'un tsunami avéré. Il est au micro de Philippe Kunzmann. Écoutez. Tant mieux, il n'y a pas eu de tsunami. Il s'est trouvé que peu après le déclenchement de l'alerte, l'IRD a recalculé avec les éléments dont elle dispose la vague susceptible de se produire et c'est une vague à peu près entre 30 et 40 cm qui était attendue. Mais je veux dire, ce recalcul-là, c'est quelque chose d'autre qui est à dissocier du réflexe d'alerte. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que chaque fois qu'on entend une alerte tsunami, il faut procéder à l'évacuation des lieux en fonction des consignes qui sont données, regagner les points hauts, ne pas se poser de questions, parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est qu'une vague de 30 cm, mais il n'est pas impossible qu'un jour ce soit une vague beaucoup plus importante, et dans ces conditions, il faut que les réflexes soient acquis, que les lieux soient reconnus, et que les populations puissent effectivement être sauvegardées. Autre titre de l'actualité, l'affichage des résultats du bac général. Après un jour de retard, ils ont été révélés ce matin aux 1200 élèves concernés. Joie et déception étaient aussi de la partie. Bernard Lassos, Laura Chintu. Plus que quelques secondes avant la décision. Le moment de l'angoisse là. Ultime moment d'angoisse avant la libération. D'autant plus marqué que les séries du bac général ont dû patienter 24 heures de plus. Ils ont reporté hier, donc un petit coup de pression encore. Voilà. J'ai pensé avoir mieux, mais j'ai bien quand même. J'ai mention bien.
Non, on est content parce que tout le long, on stresse toute l'année et tout, puis là c'est bon. C'est dans la poche, ça fait du bien d'avoir travaillé toute cette année. Bon, voilà quoi, c'est... Bah, ça fait plaisir. C'était du stress, mais vraiment on est content, quoi. Pourquoi? C'était pas vraiment sûr? Si, mais bon, il y a toujours un stress. C'est pas possible d'être sûr d'avoir son bac, quoi. Ça fait plaisir de venir ici, de voir le nom et de voir qu'on a une mention. En plus, c'est vraiment bien. Joie pour les admis, déception pour d'autres. Même les parents sont de la fête et pas les moins émus. C'est pour le souvenir. Ah oui, parce qu'en plus avec une mention, là je m'attendais vraiment pas et c'est génial. Je suis contente pour mon fils qui va découvrir ça tout à l'heure. La surprise venait plus de la mention que de l'obtention du diplôme. Bonne surprise. Une très bonne surprise, avec un petit jeu de mots, voilà. Ceux qui sont invités au second groupe d'épreuves joueront les prolongations une semaine. Pour les nouveaux bacheliers en revanche, place aux vacances. La fin du tour de la Nouvelle-Calédonie à la marche à présent. Après plus de 924 km autour du pays en 27 jours, l'arrivée a eu lieu aujourd'hui à midi à la Fontaine Céleste de Nouméa. L'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie a accueilli le marcheur Karl-Stéphane Vianney qui réalise ainsi une première en Nouvelle-Calédonie après un an de préparation physique. Et je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Nicolas Fasquelle. Il n'y a eu que des bons moments. Les moins bons de marcher un peu avec les pieds mouillés sous la pluie, mais sinon il n'y a eu que du bon moment, du plaisir tout au long de la route. Et puis énormément de rencontres. Et vraiment les gens tout au long du parcours ont été gentils, généreux. Il est l'heure à présent d'ouvrir notre rendez-vous spécial Medipol. Et vous le savez, après 3 semaines de retard, le Medipol accueillait lundi dernier ses 13 premiers passants au sein du service gastro-entérologie. C'était le 5 décembre. Depuis, d'autres services du CHT Gaston Bourré ont ouvert. Et au fur et à mesure, tout au long de la semaine, la fin du déménagement à Coutio est prévue le 23 décembre. Et vous le savez aussi, il a fallu 4 ans de construction et 50 milliards de budget pour que le Medipol sorte de terre. L'hôpital va accueillir non seulement tous les services de Gaston Bourré, mais également ceux de Magenta. Présentation du Medipol en quelques chiffres clés avec Brigitte Wapp. Depuis juillet 2012, date du début de la construction du Medipol, il s'est écoulé 4 ans pour voir sortir de terre ce gigantesque bâtiment. La surface totale est de 90 000 m², soit l'équivalent de 12 terrains de football. L'offre de soins s'organise autour d'un plateau technique et de 4 pôles, médecine, chirurgie, mère-enfant et hôpital de jour. Ils seront plus de 2000 personnes pour faire fonctionner les services du Medipol, entre les soins médicaux, l'administration, le nettoyage ou encore le gardiennage. La capacité du centre hospitalier sera à terme de 645 lits, soit une augmentation de 42% par rapport au CHT. L'hôpital pourra accueillir chaque année 60 000 personnes aux urgences et 300 000 en consultation. Dernier chiffre et pas des moindres, le coût de fonctionnement du centre hospitalier territorial pour 2018 devrait être de 28,8 milliards. Et pour aller un peu plus loin sur le budget global de fonctionnement de ce complexe ultra moderne, nous avons rencontré le directeur Dominique Chevaux. L'entretien est effectué par Dave Waunasson et Nicolas Fasquelle. Bonsoir Alexandre, vous l'avez dit, nous sommes dans la plus importante infrastructure publique jamais construite en Nouvelle-Calédonie. Avec nous, Dominique Chevaux, le directeur général du Medipol. Bonsoir. Bonsoir Dave. Alors ce Medipol a coûté 50 milliards de francs. Son prix de départ était de 20, puis on est passé à 30 pour finalement arriver à 50. Comment est-ce que vous expliquez cet écart ? Alors déjà, au départ, c'était 36 milliards de francs. C'est 36 milliards de francs valeur 2006. Donc il y a une inflation qui a déjà expliqué une augmentation du budget. Et 50 milliards, ça constitue à la fois le Medipol, mais aussi le Logipol, donc c'est-à-dire l'infrastructure d'appui logistique du Medipol. Et ça comprend aussi les équipements biomédicaux et techniques du Medipol. Alors on connaît les difficultés de la CAFAT, les années fastes sont derrière nous, il faudra sans doute faire des économies. Est-ce qu'on va pouvoir garantir et pérenniser un budget de fonctionnement d'une telle structure ?
Notre proposition de budget d'augmentation du taux directeur qui a été faite a été présentée d'ailleurs au Congrès l'an passé. Le Congrès va se réunir de nouveau sur ce sujet-là. Et la base budgétaire qui va nous être allouée sera suffisante pour maintenir cette infrastructure et la faire fonctionner pendant plusieurs années. Alors depuis lundi, les premiers patients ont été transférés. Où est-ce qu'on en est du déménagement et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Le service dans lequel nous sommes est à son 3e jour d'installation. Nous avons fait aujourd'hui le service de neurologie. Demain, nous avons une grosse opération qui est l'opération de réanimation. Nous allons transférer une douzaine de patients de Gaston-Bourré vers le Medipôle. Et ensuite, un grand moment qui sera dans la nuit de lundi à mardi, c'est-à-dire les urgences de Gaston-Bourré, donc les urgences adultes, vont déménager. Donc on accueillera le premier patient des urgences à 4h du matin au Medipôle. Un mot sur la clinique de Magenta. La clinique de Magenta, donc la maternité déménagera première semaine de janvier. Alors, nouveau lieu, nouvel outil de travail, nouvelle organisation. On connaît certaines craintes du côté du personnel. Est-ce que l'adaptation sera facile pour tout le monde ? Je dirais que oui, parce qu'elle a été préparée et en même temps, il va falloir un certain temps d'adaptation pour l'ensemble du personnel, du directeur des ASH, des médecins, de l'ensemble du personnel. Il faut un temps de s'adapter. On pourra exploiter à fond ce bâtiment et cette nouvelle organisation entre 6 mois et 1 an. C'est le temps de rodage qui est normal. Un point sur les négociations liées au planning et à l'organisation du travail. C'est un sujet extrêmement sensible parce que ça modifie la vie personnelle des salariés. Donc nous avons prévu au mois de juillet des assises. Donc j'ai signé un protocole d'accord avec les partenaires sociaux sur ce sujet-là et des assises au mois de juillet afin de dégager une organisation du temps de travail au sein de l'établissement. Alors le Medipôle, ce sont 60 000 passages aux urgences, 40 000 hospitalisations. Il faudra assurer la sécurité de l'ensemble de la population à l'intérieur du complexe. Qu'est-ce qui a été prévu ? Alors nous, on a souhaité un hôpital ouvert. Donc, c'est-à-dire que l'hôpital, le site n'est pas clôturé parce qu'on veut que ce soit un lieu de vie. Pour autant, il faut assurer la sécurité, bien sûr, des salariés et des patients. Donc, l'hôpital, lui, est fermé à partir de 21h. Il est complètement étanche. Seules les urgences accueilleront les patients. Et nous avons des équipes de sécurité incendie. Nous avons 5 agents de sécurité incendie en permanence sur le site et des agents anti-malveillance, des gardiens qui vont aussi à sécuriser les urgences et les accueils ainsi que les parkings. Dominique Chevaux, un mot sur l'export et sur le tourisme médical. Avec le gouvernement, vous avez commencé à démarcher ? Oui, parce que c'est une telle infrastructure dans le Pacifique et est un produit d'appel pour la Nouvelle-Calédonie. Nous avons les compétences médicales. L'école française de médecine a une très grande réputation et nous pouvons sans rougir accueillir des patients et des patients étrangers. Et nous avons commencé à faire ce travail-là avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Le Vanuatu est cité également ? Le Vanuatu, les îles Fidji, mais nous avons aussi d'autres, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et aussi l'agence de santé de Wallis et Futuna avec qui nous venons de signer une convention. Merci Dominique Chevaux d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, Alexandre, c'est à vous. Merci Dave, et vous l'avez compris, pour la commune de Dumbéa, l'arrivée du Medipôle constitue des conséquences économiques et sociales non négligeables. Concernant la sécurité, les dispositions ont été prises en liaison avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je vous propose d'écouter Georges Naturel. Il est au micro de Dave Oenasson et Sylvie Méhoun. Concernant la sécurité, c'est vrai qu'il y a un sujet particulier, c'est que Dumbéa est en zone de gendarmerie avec une police municipale. Donc c'est un travail qui a été fait avec l'État. Il y aura des effectifs supplémentaires à la gendarmerie, mais qui ne déstabiliseront pas la caserne aujourd'hui à Dumbéa. Ensuite, aujourd'hui, les gendarmes comme la police municipale de Dumbéa apportent des blessés au CHT Gaston-Bourré. À l'inverse, la police nationale et la police municipale de Nouméa apporteront des blessés donc aux urgences du CHT. Reste la problématique du camp Est et des gens qui sont incarcérés. Donc là, c'est bien la gendarmerie qui devrait prendre en charge ces patients. Je vous le disais, les différents services prennent leur quartier au Medipôle. C'est le cas du service de gastro-entérologie. Les infirmières et les aides-soignantes s'organisent. Elles apprennent à utiliser les nouveaux outils de travail. On retrouve Brigitte Wap et Laura Chintu. 18h, Vanessa Parado, infirmière, est briefée par sa collègue de jour sur l'utilisation du chariot pilulier. Elle débute son service de nuit pour la première fois dans les nouveaux locaux du Medipôle de Koutio.
Son premier patient est une nouvelle entrée de la journée. Les soins débutent avec la prise des constantes. Je vais revenir pour vous donner les traitements et puis pour le repas qui va arriver. D'accord. Il manque quelques médicaments dans le chariot. Vanessa Parado doit retourner à la pharmacie pour chercher ce dont elle a besoin. Tous les comprimés sont là. Et oui, n'hésite pas si tu as des questions. Il faut un peu de temps pour le personnel soignant pour trouver ses marques. Plein de choses de nouveau, il faut s'adapter. Il y a, déjà, c'est un hôpital qui est beaucoup plus grand, avec beaucoup déjà au niveau des télés pour les patients, beaucoup plus d'espace dans les chambres. Pour nous soignants, on a des chariots de soins dans les chambres, donc qui vont faciliter les soins. Autre nouveauté, l'utilisation d'un pilulier qui permet d'avoir sur le même chariot le dossier médical du patient et les indications de soins quotidiens. Un chariot pilulier, en fait, ça fonctionne avec un badge. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir déverrouiller et verrouiller, donc il faut à chaque fois qu'on applique le badge pour l'ouvrir et le fermer. Et donc avec un écran d'ordinateur intégré qui nous permet de pouvoir accéder au dossier des patients. Pour nous, ça nous facilite la vie. On a 2 appareils en un, ce qui est beaucoup plus facile pour nous au niveau des déplacements. 19h, c'est l'heure des repas. Marguerite Wanakadja est aide-soignante dans le service gastro depuis 15 ans. Dans les nouveaux locaux, l'organisation a quelque peu changé pour elle. On a toujours le même travail. Par contre, ce qui nous a changé ici, c'est la distribution des repas. C'est parce que à Gaston-Bourré, nous, on ne distribue pas les repas. Et ici, c'est un changement pour nous. Laurent Sajos vient d'intégrer le service de gastro-entérologie. Auparavant, elle exerçait à l'hôpital de Nouville. Dans la nouvelle organisation, les aides-soignantes travaillent aussi la nuit. Elles sont là pour épauler les infirmières en sachant qu'il y a de l'enco en plus. Donc c'est bien aussi parce qu'on a beaucoup de soins de nursing. Elles sont très utiles, les aides-soignantes de nuit. Et je suis très contente d'intégrer le bâtiment. Avec son installation au Medipôle, le service s'est réorganisé pour devenir un service gastro-entérologie et oncologie qui peut accueillir jusqu'à 28 malades. Allez, la parole à présent à l'intersyndicale du Medipôle sur les conditions de travail du personnel. Nous avons rencontré le docteur Hervé Levenès, porte-parole de l'intersyndicale. On retrouve Davoe Onasson et Nicolas Fasquelle. Rebonsoir à tous. Après le Medipôle, retour aux origines, au CHT Gaston-Bourré avec vous, docteur Hervé Levenès. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale. D'abord, bravo au personnel pour l'accueil des premiers patients. Mais sans langue de bois, comment est-ce que le personnel vit actuellement ce déménagement ? Le personnel vit le déménagement avec soulagement, avec fierté. Parce que l'outil est magnifique, et puis avec un peu d'inquiétude sur le reste de ce qui est le plus important pour nous, qui n'est pas le déménagement, c'est-à-dire le transfert, mais l'emménagement, c'est-à-dire l'appropriation des nouvelles organisations et du nouvel outil de travail. Alors justement, à l'heure actuelle, quelles sont vos principales craintes concernant le Medipôle ? Alors sur le Medipôle, on a un certain nombre de professions qui ont complètement disparu, les ambulanciers, les femmes de service, il y a des bouleversements au niveau des secrétaires qui vont faire des choses différentes. Il y a des bouleversements au niveau des infirmières qui vont devoir changer énormément leur façon de produire avec une charge de travail probablement accrue. Et puis, il y a de nouvelles ambitions, des nouveaux services et des problèmes un petit peu qu'il conviendra de régler. La sécurité sur la radioprotection, un certain nombre de problèmes aux urgences. Et le plus grand, je dirais, le plus important, ce sont les nouvelles organisations de travail, que ce soit pour les médecins, pour les infirmières, pour les aides-soignants, en fait, pour toute la collectivité soignante. Alors, intégrer le Medipôle, cela veut dire intégrer de nouveaux protocoles, de nouveaux outils. À votre avis, est-ce que tout a été fait pour que le personnel soit opérationnel ? Non, c'est pas possible de dire que tout a été fait parce que la charge est immense. La charge est immense parce qu'il y a un bouleversement complet de l'ensemble, je dirais, du soin et de la production de soins dans un nouvel outil. La population voit un nouvel outil à Cutio qui est beau, un environnement qui est sain, qui est magnifique, et des nouvelles chambres, un nouvel hôtel. Ce qu'elle ne voit pas, ce sont les nouvelles organisations de travail qui bouleversent, mais alors totalement et radicalement, ce qu'elles ont connu, je dirais, à Gaston-Bourré.
Ça va mettre du temps, ça va mettre plusieurs années avant que tout le monde s'accorde pour retrouver des marques dans le bouleversement de la production de soins. Donc ces inquiétudes viennent de la façon dont ces bouleversements vont être accompagnés par les équipes de direction et le conseil d'administration. Alors le Medipôle, c'est c'est plus grand que Gaston Bourré, c'est beaucoup plus de patients. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de médecins, plus d'infirmières, etc., etc. Alors naturellement, le taux directeur qui a été demandé, c'était pour entrer dans le Medipôle. Il y aura donc plus de soignants parce qu'il y a une offre de soins différente. Vous savez que sur l'année, sur tout le Medipôle, on a contracté les superficies, on a évité d'ouvrir un secteur complet de chirurgie, donc il y a déjà eu des sacrifices et beaucoup d'efforts qui ont été faits. Donc ça, c'est important de dire que ce n'est pas quelque chose... Le coût supplémentaire qui va être demandé a déjà été réduit par 2 fois, au niveau de l'investissement et au niveau de l'ensemble d'une aile qui ne sera pas ouverte. Donc beaucoup d'efforts ont été faits déjà. Quid des plannings et de l'organisation du travail? Ça va être la grande discussion de l'année 2017, parce qu'il y aura des assises pour l'organisation, le temps de travail. Ça va être vraiment le point crucial des 6 à 12 prochains mois, c'est clair. Pour terminer, docteur Lévenès, entre nous, le Medipôle, c'est tout de même un bel outil. Ah non, c'est magnifique, c'est génial. Le Medipôle, c'est génial et la collectivité soignante est fière et honorée de pouvoir offrir un service à la population de la Nouvelle-Calédonie. C'est une aventure et c'est une belle aventure. Merci docteur Lévenès. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale. Voilà, à vous Alexandre. Merci à nouveau Dave, et on le voit, le Medipôle de Koutio est donc un nouvel outil médical au service des Calédoniens. Mais comment est-il ressenti et accueilli par la population? Écoutez ce micro-trottoir, il nous livre quelques réactions de Calédoniens. On retrouve notre équipe sur le terrain. Le Medipôle, pour moi, ça reste un mystère. Je suis toujours passée devant. Ça a toujours été en construction, mais là, depuis qu'on en parle, là, vraiment, pour moi, c'est toujours un mystère parce que bon, on en parle, on dit voilà, le premier malade est rentré. Et après, il y a des choses qui vont pas et tout ça. Puis bon, au moment, je ne sais rien du Medipôle. Moi, je dis que c'est génial. C'est génial. Pourquoi? Moi, j'ai habité pendant 26 ans à Tahiti. Et il y a le même là-bas depuis déjà 12-13 ans. Je peux te dire qu'il y a un changement, quoi. Hein. Voilà, pour les grands brûlés, pour tout ça, alors que ici, il manquait d'infrastructures de ce côté-là. C'est loin pour ceux qui restent sur Nouméa. Et c'est pour savoir pour ceux qui ont les moyens de transport, mais ceux qui n'en ont pas, ça va être un peu trop dur, quoi. Je trouve le Medipôle, c'est très bien pour les Calédoniens. Mais la question que je me pose, c'est au niveau des médecins. Si ça sera toujours les mêmes médecins pour le Medipôle, ou ça sera des spécialistes qui vont venir de France. 2 infos pratiques à présent concernant les transports pour aller au Medipôle de Nouméa à Koutio. À noter que la ligne de bus M, comme Medipôle, a été lancée lundi dernier. À noter aussi que les horaires ont été adaptés sur les lignes E et Link. Vous pouvez les consulter sur le site de Carsud. Et puis, une autre info pratique, ce numéro de téléphone pour contacter le Medipôle, c'est le 20 80 00 pour joindre le standard ou les urgences, le 20 80 00. Et à présent, cette question que beaucoup se posent, que va devenir l'ancien site de l'hôpital Gaston Bourré? Comment sera utilisé le patrimoine immobilier et que deviendront les bâtiments? Élément de réponse avec Alain Marc, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a décidé d'implanter sur le site du CHT un certain nombre de directions. Je pense notamment à la DA, je pense à la cellule logement, je pense aussi au service de la coopération, ce qui permettra d'ailleurs d'avoir 2 objectifs. Un premier objectif qui est de faire des économies, puisque ce sont des directions qui jusqu'à présent faisaient l'objet d'un loyer, alors que là, on fera une économie budgétaire assez sensible. Et puis deuxième objectif aussi, bien évidemment, c'est d'occuper le site pour faire en sorte, en tout cas, que le site ne soit ouvert à un certain nombre d'occupations que nous ne souhaitons pas voir arriver sur le CHT. Et puis ensuite, il y a une stratégie à plus long terme. Bien évidemment, la Calédonie n'a pas du tout l'intention de garder ce site. Nous engagerons une concertation, ce qui a déjà commencé à être fait d'ailleurs avec d'autres collectivités. Je pense notamment à la ville de Nouméa, je pense à la province sud, je pense peut-être à d'autres acteurs comme le port autonome, comme le SMTI, pour lequel on voit déjà qu'il y a un certain nombre de projets. Et donc il est clair que la destination finale du site, elle devra être décidée de manière très concertée avec l'ensemble de ces acteurs.
Alain Marc qui répondait aux questions de Thérèse Waya. Pour finir, c'est le moment historique de notre évocation historique. Vous le voyez, une page se ferme pour le CHT Gaston Bourret, un établissement hospitalier qui a vu le jour, selon les historiens, en 1855, lors de l'implantation de militaires. Voyez ce reportage d'Antoine Le Teneur et de Christian Favnec. C'est la plus vieille photo de Nouméa, qui s'appelait alors Port-de-France. En 1857, le fort Constantine domine alors la petite rade en face de l'île Nou. Les militaires ont implanté ce fort sur un éperon rocheux stratégique. C'est là que va commencer l'histoire de l'hôpital maritime. 159 ans plus tard, exactement au même endroit, France Girard, spécialiste de l'architecture coloniale, va nous replonger dans cette époque pionnière. En débarquant des bateaux, il y a forcément des malades et ils vont avoir besoin d'avoir une petite baraque pour mettre les malades en question dans la baraque. Et elle va se trouver en contrebas du fort Constantine. C'est vraiment le début de l'histoire de l'hôpital. Ils vont donc construire une première infirmerie, 10 lits. Et de cette première infirmerie, on va décider de faire un hôpital maritime qui va donc s'implanter entre 1855 et 1870. En 1859, 432 Européens sont installés à Nouméa. Très vite, la petite infirmerie ne suffit plus à accueillir les malades. Un arrêté de 1860 lance alors la construction de l'hôpital maritime. Les plans sont tour à tour approuvés et validés par le ministère de la Marine à Paris. Les premiers bâtiments sortent de terre en 1873. Le modèle architectural s'inspire des casernements militaires. La pierre bleue, extraite d'une carrière voisine, s'intercale avec une ossature métallique. Les 3 premiers bâtiments sont naturellement orientés pour être ventilés par les alizés et les malades peuvent déambuler sur des esplanades verdoyantes et de petits chemins arborés. Ça va avoir une dimension effectivement très hygiéniste qui représente le courant de l'époque, on y est très très attaché, qui suit la grande pensée d'Haussmann avec la révolution haussmannienne et qui s'inscrit naturellement dans un courant également esthétique où on ne saurait à l'époque bâtir sans végétaliser, sans arborer, sans donner une véritable décoration naturelle. Ce bâtiment, sur la droite, est achevé en 1892 et accueille les contagieux. Car au fur et à mesure des agrandissements, chaque nouvelle construction a une vocation particulière. Pendant plus d'un siècle, les médecins militaires vont y exercer leur autorité sur tous les types de malades. Même si effectivement on est dans un hôpital purement militaire, on y reçoit malgré tout le monde. On n'a pas de toutes les façons le choix. On ne va pas laisser les gens qui sont malades sans soins, donc on va forcément les accueillir. Donc on va les accueillir dans l'hôpital dit militaire, effectivement. Simplement, on ne les mettra pas, peut-être pas avec des officiers, du personnel purement militaire. On va donc avoir toujours un bâtiment qui sera spécialisé dans la réception des gens qui ne sont pas eux-mêmes militaires. Hôpital colonial dès 1880, l'établissement recrutera des médecins militaires jusqu'en 1982, date à laquelle l'établissement devient alors complètement civil. Le CHT portera depuis 1958 le nom d'un ancien médecin militaire, le docteur Gaston Bourret, mort de la peste en 1917. Et voilà qui referme ce rendez-vous spécial Medipol et ce journal. À suivre sur NC Première, votre soirée sera fantastique avec Extant. Nous, on se retrouve demain, même heure, même lieu. On se quitte sur des images aériennes du Medipol de Cutio. Regardez. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.